C'est déjà la 9e fois qu'on vous propose un hors-série consacré au logiciel libre. Et pourquoi est-ce qu'on vous propose des hors-séries consacrés au logiciel libre? Simplement parce que vous appréciez ça manifestement. Ils apprécient ça aussi, c'est normal, ils en sont un peu à l'origine, hein, surtout Sébastien qui nous propose des hors-séries consacrées au logiciel libre depuis très longtemps maintenant. Il y a Xavier également qui nous a rejoint sur cette session d'enregistrement, puisque je le rappelle, on en fait plusieurs d'affilée, comme ça nous on est tranquille, on a de la matière et puis on peut se consacrer à d'autres hors-séries consacrées par exemple à des tests et autres. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer un petit peu les coulisses du truc. Donc ne vous étonnez pas si on met un petit peu de temps à réagir à vos commentaires. Si on peut, on réagit directement en texte sous la vidéo ou sur le blog, ou sinon on le fait un petit peu plus tard dans d'autres vidéos, bien entendu. On commence avec de la gestion de base de données, si je ne dis pas de bêtises, avec SQLite. Et c'est qui en parle? C'est Sébastien, je crois. SQLite. SQLite. Et alors SQLite, c'est vrai que c'est orienté très développeur celui-ci, mais voilà, je voulais quand même en parler au moins une fois avec ma webcam qui fait un petit peu là. C'est bon, on va venir. Allez, voilà, là c'est bon. Et donc c'est orienté développeur, mais c'est un logiciel qui est utilisé par, je dirais, des millions de développeurs presque, mais surtout par des millions d'utilisateurs aussi, parce que c'est des boîtes comme Facebook, Mozilla et Bloomberg et plein d'autres utilisent ça. Quel est l'avantage d'un SQLite par rapport à un MySQL, par rapport à un machin? C'est que vous n'avez pas besoin d'installation, c'est-à-dire que c'est basé sur un fichier texte. Donc vous allez pouvoir déployer une base de données directement avec le logiciel que vous avez développé, en ayant vraiment quasi toutes les fonctionnalités d'une base de données, hein, pour aller faire vos select, pour aller faire vos updates, vos machins, tout le bazar, en vous basant sur un fichier texte. Donc ça, c'est vraiment le truc. Mais c'est orienté développeur, hein, donc celui-ci, n'allez pas le télécharger si vous ne savez pas développer, ça n'aura que très peu d'intérêt pour vous. D'accord. MySQL, c'est les bases de données autres que SQL qu'on utilise généralement sur le web, comme par exemple sur des installations WordPress, hein, entre autres. Il y a d'autres outils, hein, pour browser ces bases de données-là. Alors, MySQL, c'est un moteur comme un autre, hein, qui a été racheté il n'y a pas tellement longtemps par Oracle, avec un grand tour de passe-passe assez monumental, mais bref, parce que MySQL ne voulait pas se faire acheter, mais ils les ont quand même eu, finalement, via une société intermédiaire avant. Mais il y en a d'autres, hein. PostgreSQL, dont on nous a demandé de parler un jour aussi. C'est des moteurs de base de données qui sont tous libres ou dans le domaine public. SQLite est carrément dans le domaine public, donc tout le monde peut en faire ce qu'il en veut, comme il en a envie, sans rendre le moindre compte. Voilà, maintenant, comme on est sur du grand public, on sait difficilement aller parler de tous ces moteurs en détail. C'est pas le but, sauf s'il y a de la demande, éventuellement, on pourra s'y coller à l'occasion, mais ça, c'est pas le propos aujourd'hui de ce hors-série. On passe à Calibre. Qu'est-ce que c'est que Calibre? Alors Calibre, c'est un truc dont Marc a déjà parlé, je pense, dans les podcasts hebdomadaires. Calibre, c'est un logiciel libre qui vous permet de faire la gestion de vos e-books. Donc si vous êtes un grand lecteur, ce qui est plus mon cas parce que malheureusement pas le temps depuis quelques années, mais je l'étais beaucoup avant. Vous avez une collection électronique de bouquins. D'accord. Bon, si vous ne l'achetez pas en papier, hein. Sinon en papier on ne sait rien faire pour vous. D'accord. Mais donc vous avez votre librairie électronique et donc vous avez un PDF, et votre PDF il n'est pas lisible sur votre super Kindle que vous avez acheté, qui veut rien savoir. Et bien Calibre va vous permettre de faire toutes ces conversions et toute la gestion et synchronisation avec tous vos bidules de lecture. D'accord. Donc c'est un truc extrêmement pratique, libre, et c'est je pense le plus utilisé dans le domaine. En tout cas, Marc ne jure que par ça. C'est vraiment pour la gestion de livres électroniques, hein, de e-books, pas de livres physiques. C'est pas fait pour gérer sa bibliothèque, par exemple. Donc c'est important de le préciser. Ça, on en avait parlé, il me semble, de gestion de librairie. C'était des DVD, mais ça pourrait tout aussi bien être des bouquins. On en avait parlé il y a... Ouh là là. C'est ça, c'était avec Ant Movie Catalog, mais ici non, c'est pas ça. C'est pour la gestion des fichiers même. Hein, donc c'est vraiment pour
aller pouvoir les synchroniser avec tous vos bidules, quoi. Comme je l'avais déjà Et les dit, convertir. Comme je l'avais déjà dit lors d'un précédent épisode, nous enregistrons ces hors-série tous un peu au même moment, un moment qu'a choisi mon voisin du dessus pour faire parler son marteau. Donc c'est pour ça que vous entendez de temps en temps des boum boum boum. On en est vraiment désolé et je lui dirai tout le bien que je pense de son marteau à l'occasion. Mais ça ne nous empêche pas de poursuivre avec Angry IP Scanner. De quoi s'agit-il ? On s'en doute un petit peu, hein, rien qu'au don. Voilà, donc c'est un IP scanner qui va vous permettre de scanner votre réseau. Il est en open source et il est disponible sur les plateformes comme Linux, Windows et macOS. On va pouvoir donc scanner et parcourir son réseau pour savoir tous les équipements qui pourraient se retrouver dans le réseau auquel on est connecté. Mhm. Il va vous donner des informations telles que le nom d'hôte, les ports qui sont ouverts, le type de serveur qui est installé, le type de web serveur par exemple qui serait installé sur l'appareil. Donc c'est un outil qui est efficace pour vous permettre de savoir ce qu'il y a sur votre réseau, quels sont les ports ouverts et autres. Donc c'est de la sécurité, c'est de l'audit de réseau. Donc ça peut faire bien plus via d'autres fonctionnalités, mais c'est un outil qui vous permet de parcourir votre réseau et de savoir ce qu'il y a dessus. On avait évoqué ça quand on avait parlé de réseau Wi-Fi par exemple, de pouvoir faire un petit audit sur son réseau, voir ce qu'il consommait de la bande passante, et patati patata, et les ports ouverts et les éventuelles failles de sécurité inhérentes à tout ça. Donc voilà, un petit outil à avoir peut-être à portée de main si vous avez des soucis de réseau par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, Sébastien. Je veux juste dire, ça va pas t'aider à faire ça va pas réparer, un audit de ton réseau. Ça va rien réparer, ça va juste te permettre de savoir quel port ouvert. Donc si tu as une webcam par exemple IP, d'aller voir que oh tiens, il y a un port 80 qui est ouvert ou un port 4322 mais que tu n'auras jamais pu trouver. Et sur lequel il y a un serveur web que tu n'auras jamais pu trouver autrement. Ça, c'est pas mal. Juste un petit bémol sur l'application. Évitez de l'utiliser sur des serveurs publics. Ça vous mettra dans la barre si les personnes ne sont pas contentes que vous alliez scanner leur serveur. C'est peu apprécié en général sur des serveurs publics. Ou en entreprise. Ou... Voilà. Donc c'est pour votre réseau ou pour la maison, une information à la maison, mais évitez de faire ça. À tout va. Est-ce que c'est toi qui gardes la parole pour le sujet suivant Sigbird. Ça s'écrit S-I-C-K-B B-E-A-R-D. Il est malade et il a la barbe. Voilà. C'est le logo du truc. Il est ouvert avec un gros barbu ouvert. Voilà. Sigbird, c'est vraiment aussi un truc pour les gros barbus qui aiment bien les séries télévisées. Majoritairement, c'est orienté série TV. Et le but de Sigbird est globalement d'aller chercher sur toute une série de sites plus ou moins légaux l'NZB. Alors l'NZB c'est quoi ? C'est juste un fichier qui vous dit où trouver après les informations sur les newsgroups. Donc vous dites que vous êtes fan de, que sais-je, je vois Desperate, mon Dieu, au secours. Mais voilà, votre femme vous force à regarder Desperate et aller chercher les nouveaux épisodes. Heureusement, ce n'est plus possible vu que je pense que la série est terminée. Et donc vous cherchez la série dans Sigbird. Lui, il va aller chercher les fichiers pour indexer les fichiers d'index pour aller chercher les fichiers sur les newsgroups. Et puis après, c'est à vous d'avoir un abonnement sur les newsgroups pour aller chercher ces fichiers. Voilà, alors évidemment, il y a des endroits, il y a des trucs, c'est machin, c'est pas bien, c'est pirate. Il n'y a pas que des trucs pirates dans les séries, il y a moyen d'avoir des trucs qui sont ouverts. Mais majoritairement, il faut le dire ici, c'est vrai que c'est plutôt pour des trucs... voilà. Pas super toujours légaux. D'accord. C'est une alternative concrète au torrent. Moi, je maîtrise pas trop les NZB, mais moi non plus. C'est bien ça. Non, oui, tout à fait, c'est ça. Et l'avantage des newsgroups, c'est que tu vas chercher ça sur un serveur en particulier pour lequel tu as pris un abonnement, comme un Giga News, pour citer celui qui est le plus connu dans le monde, et qui t'offre des débits qui sont là suffisants pour saturer ce que tu peux avoir en Belgique, avec des connexions sécurisées pour éviter que qui que ce soit sache ce que tu es en train de faire. Donc voilà, c'est le parfait toolkit du pirate qui veut avoir sa série sur son Synology, parce que tout ça existe avec des packages tout faits sur son Synology, pour regarder la série le soir alors qu'elle est passée quelques heures avant aux États-Unis et que c'est indisponible chez nous.
D'accord. Synology, je le rappelle, il y a un hors-série. On n'est pas sponsorisé. Maintenant, on n'est pas sponsorisé, mais maintenant on peut le dire, parce qu'avant on vous parlait de Synology, mais on n'avait rien comme matériel à vous proposer. Un hors-série a été réalisé il y a quelques semaines. Je vous propose d'aller jeter un œil dans nos archives. Vous le retrouverez sans aucune difficulté. C'est un de ceux qui a le plus de vues, je pense, parce que ça a vraiment beaucoup de succès. Sigbird, donc tous les liens, je le rappelle, sont disponibles sous cette vidéo sur lestechno.be, vidéo ou audio d'ailleurs, puisque vous y avez accès également en audio à ce podcast. On termine ce hors-série consacré au logiciel libre avec un logiciel libre mobile qui s'appelle Prey. Alors c'est mobile, mais pas que. Donc c'est un logiciel libre qui travaille en modèle freemium, donc c'est aussi, comme Sébastien l'avait dit avec Thunderbird dans un autre épisode, une société qui fait de l'argent avec son logiciel qui à la base est gratuit et qui va vous permettre en fait de faire du tracking de vos appareils. Quand je dis vos appareils, ça va être votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, puisque c'est compatible avec les principaux OS concernés, donc Microsoft Windows, mobile ou phone, Linux, Android, OS X et iOS. Et ce logiciel va en fait faire tourner un petit service sur votre appareil qui va vous permettre ensuite d'avoir des rapports sur la localisation et l'utilisation qui est faite de votre appareil. Donc c'est principalement une solution anti-vol et on va pouvoir activer à distance, par exemple par l'envoi d'un SMS ou d'un signal sur le site qui permet de gérer son compte pour savoir exactement où se trouve l'appareil, avoir même par exemple la webcam qui est déclenchée et qui prend un screenshot à intervalles réguliers, et donc ça permet aux personnes qui ont perdu leur appareil de le retrouver en cas de vol par exemple. On peut tourner le coup à quelques fantasmes liés aux séries télévisées qui parlent de ce genre de trucs. Est-ce qu'on peut localiser son smartphone même s'il est éteint ? Non, mais je pense que vous pouvez avoir la dernière localisation. C'est ça, donc, voilà. Dans ce cas, en tout cas avec cet appareil. D'accord. Donc là aussi de la sécurité, oui, essentiellement de la sécurité, une petite garantie. Ceci dit, Android permet également, enfin Google permet également de localiser son smartphone à peu près dans les mêmes conditions. Oui, mais ici ça va un petit peu plus loin, puisqu'on peut faire par exemple une capture d'écran, donc ça peut servir de preuve webcam, aussi. Il y a des cas, ils aiment bien montrer des cas concrets de personnes qui ont été à la police et qui ont retrouvé leur appareil grâce à la photo et c'est une bonne pub pour eux. De l'appareil, quoi. Donc, Seb. Tu peux faire plus que ça, tu peux aussi bloquer ton appareil à distance, tu peux le faire sonner à distance, tu peux faire un wipe à distance pour supprimer les infos en disant on me l'a volé et le mec il a accès à mon KeePass avec iOS le permet aussi. C'est ça, mais ici ça le fait en multiplateforme. D'accord. Tu vois, ça le fait sur ton Windows, comme ça le fait sur ton Android, comme ça le fait sur ton iPhone, etc. Effectivement, il y a des morceaux de solutions sur chaque plateforme. Celui-ci est vraiment c'est le complet, quoi. Sur le tout, effectivement. C'est parce que l'utilisation de la webcam, par exemple, c'est vrai que c'est un truc dont on parle de temps en temps dans les informations, c'est super, machin, on se croirait dans les experts, mais en l'occurrence, il n'y a que cette application-là qui permet de le faire. Il y en a peut-être d'autres, mais si c'est un modèle qui est gratuit, c'est gratuit pour 3 appareils, donc ça convient pour la plupart des personnes. Oui, bien sûr. Et franchement, c'est efficace, je l'ai testé, c'est testé et approuvé. Ça s'appelle Prey, P-R-E-Y. Oui, Seb. Je veux juste rajouter un point sur la licence. D'abord, une petite correction. Xavier parlait du freemium et qu'il comparait à Thunderbird. Thunderbird, c'était non, je pense que tu voulais penser à PrestaShop. Oui, c'est ça. PrestaShop qui n'est pas sur du freemium, mais qui lui aussi a ce genre de truc. Donc il a une version gratuite. Ici, c'est un petit peu plus compliqué. C'est qu'ils ont un client qui est libre. Et ils ont un serveur derrière qui, lui, n'est pas libre. Le code est propriétaire, donc le serveur n'a pas été publié en open source, mais il y a des versions alternatives du serveur qui sont publiées en open source, mais qui ne sont pas aussi complètes que ça. D'accord. Donc il y a des possibilités. Ok, PrestaShop, je le signale au passage pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis longtemps, qu'on en a parlé dans un précédent hors-série consacré toujours au logiciel libre aussi. On arrive déjà au terme de ce hors-série, justement. C'est un petit peu plus court que d'habitude, si je ne dis pas de bêtises. On va se retrouver bien vite, évidemment, pour encore parler logiciel libre. Si vous avez des questions, des interrogations, des propositions à nous faire, n'hésitez pas. On s'en fera l'écho le plus rapidement possible. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Au revoir.